Deuxième session parlementaire pour le mois d'octobre 2015. Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. Après un court séjour, je crois, aux États-Unis, vous êtes parti en Tanzanie comme observateur pour le Parlement européen sur le scrutin. Oui, j'ai fait partie d'une délégation de 6 députés européens qui ont été délégués à la demande de ce pays comme observateurs pour les élections qui sont en même temps des élections présidentielles, des élections parlementaires, des élections locales. Et comme ce grand pays, car c'est un pays qui est grand comme 2 fois la France, qui est peuplé de 40 millions d'habitants, c'est l'ancien Tanganyika associé à l'île de Zanzibar qui a conservé un statut particulier où je me trouvais. On vote bien là-bas ? La démocratie est respectée ? C'est assez émouvant, je dois dire. C'est assez émouvant parce que je ne sais pas si en France on serait capable d'organiser rapidement des élections comme ça. Je vois à Zanzibar par exemple, il y avait 5 élections à la fois entre la présidence nationale, le Parlement local, le Parlement national et les élections régionales. Et chaque électeur dispose d'un passeport biométrique avec sa photo. Les photos et les noms de tous les électeurs sont affichés à l'entrée des bureaux de vote. La liste électorale. La liste électorale, absolument. Chacun peut vérifier. Et on voit des gens qui sont dans des conditions souvent de très grande pauvreté, il faut bien le dire, que certains bureaux de vote, pour dépouiller, il n'y a pas de table. Alors on met une natte et puis, par terre, et puis les hommes, les femmes participent au dépouillement, mais prennent ça extrêmement au sérieux. On montre les urnes pour vérifier qu'elles sont vides, on comptabilise les votes et on sent qu'il y a une attente chez ces gens-là et un grand désir de participer, un très fort taux d'ailleurs de participation qui, je crois, peut-être nous faire honte à nous Français. Alors, dans la démarche européenne, qui n'est pas seulement une démarche européenne, une démarche occidentale d'une façon générale, il y a peut-être un petit peu d'arrogance. On devrait peut-être balayer devant notre porte. Parce que quand on se plaint, par exemple, que l'éducation des électeurs est insuffisante dans le pays, je ne sais pas si chez nous, par exemple, il y a beaucoup de Français qui seraient capables aujourd'hui, là, à l'instant, si on faisait un micro-trottoir dans la rue, de dire exactement quel est le mode de scrutin pour les élections régionales qui ont lieu dans 2 mois. Oui. Je ne sais pas si tous sont inscrits sur les listes électorales et combien de ceux qui sont inscrits sur les listes électorales iront effectivement voter. Voyez ? Et quand on se plaint aussi que les médias publics ne donnent pas une part rigoureusement équitable aux forces en présence, moi j'étais le directeur de la campagne de Le Pen en 2002, je dois dire que nous ferions mieux à certains égards de balayer devant notre porte. Mais enfin, il n'en reste pas moins que c'est une expérience intéressante dans un pays du tiers-monde, mais qui est un pays en développement. Et je crois que ce sont des développements que nous ne devons pas laisser à d'autres. Nous ne devons pas les laisser à l'influence de la Chine ou d'autres, des pays. Alors c'est vrai que la Tanzanie, ça a d'abord été une colonie allemande jusqu'à la Première Guerre mondiale et après ça a été sous mandat britannique. Ça ne fait pas partie des pays comme le Congo ou Brazzaville ou la Côte d'Ivoire qui sont des pays francophones et qui ont subi plutôt notre influence. Mais tout de même, je crois qu'il y a là un continent et si ce continent africain partait à la dérive, eh bien, ça ne serait pas sans conséquence pour nous, comme on le voit avec le déferlement de migration qui est consécutif, somme toute un désordre qui pour le moment est limité au Proche et au Moyen-Orient. Si ça s'étendait à l'échelle de l'ensemble du continent africain, ce serait dramatique. Alors en revanche, en France, malgré ce que vous avez appelé la crise des migrants, le chômage est en baisse. Il y a des bonnes nouvelles quelque part dans ce pays. Écoutez ça, j'ai vu ça parce que je suivais France 24, qui d'ailleurs n'était pas une mauvaise télévision, mais enfin qui dans certains domaines épouse assez servilement, il faut bien le dire, le discours dominant. Vous n'allez pas vous réjouir de la baisse du chômage en France. Chacun savait très bien que dans l'année qui précédait le scrutin présidentiel, on allait assister comme par miracle à une baisse du chômage. Je crois qu'il y a une baisse des chômeurs, simplement des chômeurs de longue durée parmi les jeunes, qui doit être de 20 000 chômeurs. Mais pourquoi ? Parce qu'on a créé, je ne sais plus combien, 100 000, 150 000, un programme de création de 500 000 emplois aidés. Alors évidemment, dans ces conditions, si la République met la main à la pâte pour payer des gens à faire diverses activités qui ne sont peut-être pas totalement inutiles, mais qui ne comportent pas en elles-mêmes leurs propres critères de rentabilité sociale, sinon il ne serait pas nécessaire
de les financer avec l'argent du public, eh bien, dans ces conditions-là, on peut effectivement s'attendre à ce qu'il y ait quelques baisses marginales dont on fera grand cas pour justifier le renouvellement de la candidature de M. François Hollande. Je crois que ça ne trompe personne. Alors l'ancien avocat que vous êtes va donc également épouser la grogne actuelle des avocats concernant l'aide juridictionnelle. Je rappelle simplement que les avocats, on leur demande de recevoir un petit peu moins. Je dis toujours que les avocats sont bien payés, ils le seront peut-être un petit peu moins demain, et de surcroît de payer eux-mêmes que la corporation finance l'aide juridictionnelle. Il y a malgré tout peut-être des efforts à faire là-dessus. Ils les refusent. Ça dépend quels avocats sont bien payés. Il y a des avocats effectivement qui ont de très belles situations, mais il y a beaucoup d'avocats qui vivent dans des conditions extrêmement médiocres, et je pense notamment à un certain nombre de jeunes qui, en dépit de leur travail et de leur talent, sont des années d'études maintenant, d'études, de stages, etc., qui sont très mal payés. Jusqu'à ce qu'on arrive à se faire une place au soleil, et c'est pas très évident. Non, c'est cette affaire de l'aide juridictionnelle, j'épouse totalement la revendication de la profession d'avocat, dont je ne suis plus membre. Maintenant, je suis retraité. Je pourrais reprendre demain si je voulais. Qu'est-ce que c'est que l'aide juridictionnelle? C'est l'idée que tout justiciable qui est attrait devant les tribunaux doit avoir la possibilité d'être assisté par un avocat, même s'il n'a pas les moyens de se le payer. C'est toute une idée tout à fait juste et tout à fait... Qui est maintenue. Qui est maintenue, mais à ce moment-là, c'est évidemment à la collectivité publique de payer les honoraires de l'avocat, et l'avocat doit être payé à son juste prix. Défendre un dossier, même un dossier pénal assez banal, souvent des dizaines d'heures de travail, des déplacements, de longues attentes dans les prétoires, etc. Et par conséquent, c'est évidemment, il n'y a aucune raison que la République, qui payait déjà ça avec un lance-pierre, il faut bien le dire, mal, et selon des critères qui sont souvent très difficiles à atteindre, les diminue encore. C'est tout à fait scandaleux. Alors l'OMS a révélé récemment, Bruno Gollnisch, que la viande rouge, la charcuterie avait un fort caractère, un fort facteur cancérigène. Il faut arrêter la viande? Oui, alors c'est une augmentation, ce serait une augmentation de 18%, cette précision est absolument remarquable, sur les risques de cancer. Alors bon, écoutez, c'est une bonne nouvelle pour les végétariens. Sauf qu'on va nous dire demain ou après-demain que, et c'est vrai d'ailleurs que les pesticides dans les légumes sont aussi un facteur d'augmentation du cancer. Le porc dans les cantines peut-être du coup est une mauvaise chose. En tout cas, on l'a dit, Bruno Gollnisch. Je crois que tout ça, ce sont des discussions de pays nantis, de pays développés. Il y a beaucoup d'endroits où les gens rêveraient de pouvoir manger de temps en temps de la viande. Je pense qu'il faut se résigner au fait que la vie est une maladie mortelle, sexuellement transmissible, mais toujours mortelle. Oui. Bon, voilà. Alors bon, que ce soit de cette façon-là ou d'une autre, certes, je le souhaite le plus tard possible, parce que j'aime beaucoup ce monde, j'aime voir la nature, la succession des saisons, l'amour, l'amitié, tout ça c'est très beau. Je suis un petit peu anxieux, compte tenu de mes démérites, de ce qui pourra se passer là-bas quand le bon Dieu me rappellera à lui. Mais voilà, le plus tard possible, mais enfin, à condition de ne pas non plus trop se priver. On continue la viande et le cochon. Car nous ne connaissons ni le jour ni l'heure que l'on mange ou pas la charcuterie. Alors en revanche, deux personnes qui, elles, connaissaient le jour et l'heure, ce sont les deux pilotes de l'affaire dite Air Cocaïne, exfiltrés. Bruno Gollnisch, on a parlé d'un eurodéputé frontiste qui serait lié à ça prouverait que les eurodéputés frontistes soient assez efficaces. Je me souviens que aussi au moment des otages Bruno et Mal Bruno, on avait parlé d'un garçon qui avait été à mon service et qui était devenu l'assistant d'un député UMP pour lequel j'ai d'ailleurs une estime certaine. C'est de l'ingérence ? Je ne sais pas si c'est de l'ingérence. Je ne veux pas me prononcer sur cette affaire. Je n'ai malheureusement pas les éléments.
Mais ça, si notre ami Choprade est réellement impliqué dans cette affaire, ça prouve quand même que les parlementaires du Front National ont une certaine efficacité. Voilà, sur le fond de l'affaire, je n'ai pas les éléments pour me prononcer. Alors en revanche, est-ce que vous acceptez pour le coup de vous prononcer sur l'intervention des Russes, l'intervention de la Russie en Syrie? Bonne chose, risque de renforcer le pouvoir de Bachar al-Assad. Aujourd'hui, on sait très bien que Bachar al-Assad est peut-être responsable d'un certain nombre de troubles dans son pays. En tout cas, on le dit. Oui, on a beaucoup accusé le régime de Bachar el-Assad, et c'est vrai que surtout son père, Hafez al-Assad, ce régime a été effectivement un régime dictatorial, et qui a géré ce pays d'une main de fer, et qui était aux mains de coteries, dans les services secrets, etc., qui avaient des procédés certes condamnables. Mais on est là dans une situation de conflit effroyable dans lequel il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Alors, ou bien c'est le gouvernement légal, reconnu jusque-là. Je vous rappelle que Bachar el-Assad était l'invité de la France, parce que Sarkozy, à l'époque, c'était la France. M. Kadhafi aussi l'a été, ça n'a pas empêché... Oui, précisément. Et je réitère ici que je crois très grave que les gens que la France a invités et qui, par conséquent, notamment dans la psychologie orientale, sont désormais considérés comme des amis, ceux avec lesquels on a partagé le pain et le vin, en quelque sorte, que l'on a admis à sa convivialité, eh bien que nous les trahissions, que nous les abandonnions dans les difficultés, voire que nous contribuions à les aggraver. Il est certain que le régime, le gouvernement syrien ou l'armée syrienne tue. Il tue pour ne pas être tué. Voilà. Et je ne ferai pas de détails dans cette effroyable guerre civile. Ce que je sais, c'est que ce n'est pas les troupes de Bachar el-Assad qui font sauter les vestiges romains à Palmyre. Ce n'est pas eux qui égorgent des gens qui sont supposés ne pas être de bons musulmans. Je suis d'ailleurs extrêmement étonné qu'en dépit des bombardements occidentaux dont tout le monde vante prétendument l'efficacité, on ait laissé à Palmyre, qui est au cœur du désert, Palmyre conquise par les troupes du prétendu État islamique, alors qu'il me semble que les colonnes des colonnes de soldats, voire de jeeps avec des mitrailleuses, que sais-je encore, sont assez facilement repérables par satellite et qu'elles n'auraient jamais dû y parvenir. En tout état de cause, on est très mal fondé de reprocher aux Russes. Alors j'ai vu qu'avec le cynisme qui caractérise... Ils attaquent Al-Nosra, les Russes, soutenus par le gouvernement français. On reproche aux Russes, par exemple, une bavure contre un hôpital. Enfin, il me semble qu'après celle que les Américains ont commise, ils sont assez malvenus à le faire. Je pense en tout cas que les interventions aériennes et les drones ne résoudront rien, surtout quand c'est à moindre mal, quand c'est le fait des Occidentaux, parce que ça renforce auprès notamment des sunnites l'idée fausse qu'il y a une croisade qui est dirigée contre eux. Et par conséquent, ça fait le jeu des islamistes. Parce que la seule chose qui pourrait faire évoluer les choses, c'est une intervention internationale à base de contingents venant de pays arabes ou à tout le moins musulmans. Mais malheureusement, on en est très loin, compte tenu de la complicité des régimes, d'un certain nombre de régimes sunnites avec, il faut bien le dire, l'islamisme le plus radical. Manuel Valls, je reviens aux questions franco-françaises. Manuel Valls, Premier ministre, a pris l'engagement qu'aucune région serait gagnée aux prochaines régionales par le Front National. Vous êtes à nouveau victime d'un grand complot liant des républicains jusqu'aux écologistes, les partis de l'établissement ? Oui, c'est pas nouveau. C'est assez choquant d'ailleurs cette ingérence d'un Premier ministre dans les élections locales. Vous lui rendez bien quand même. Mais le rôle de l'opposition, c'est de critiquer le gouvernement, mais le rôle du gouvernement n'est pas forcément de s'ingérer dans les élections locales. Mais en tout état de cause, c'est pas M. Valls en décider, ça, c'est aux électeurs. Alors je sais que là, ils sont quand même assez coincés, parce que ce sont des scrutins de liste, et ce sont des scrutins proportionnels à 2 tours. C'est eux qui l'ont voulu comme ça. Ce serait beaucoup plus simple qu'il n'y ait qu'un seul tour.
beaucoup Oui, plus mais vous simple. aviez pris en Et otage beaucoup- la droite en et beau- et 98 beaucoup- à cause et- d'un et- seul tour. et beaucoup plus juste. Alors oui, justement, pour diminuer ce qu'ils appellent notre pouvoir de nuisance, tout ça est admirable. Les autres partis, eux, qui n'ont que de discours de justice, d'amour et de charité, sont là pour exercer la bonne gouvernance, tandis que nous c'est que si nous arrivons aux affaires, ou si nous tenons les manettes, c'est que nous exerçons notre pouvoir de nuisance. Et l'édit plaît d'Égypte. Voilà. Alors, ces autres mouvements-là sont quand même bien embarrassés avec ces systèmes à 2 tours, parce que si le Front National arrive en tête, bon, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont se désister En tête au premier tour, En c'est tête ça? au premier tour. D'accord. Alors si le Front National est en tête au premier tour, et que rien ne se passe, il y a toutes les chances qu'il le soit aussi au second tour. À moins que, et c'est là qu'ils sont coincés. Soit ils vont retirer une liste complètement. Par exemple, la liste socialiste, elle arrive derrière la liste UMP en région PACA, alors elle se retirerait complètement. Mais si elle se retire complètement, ils n'ont plus un seul élu pendant 6 ans. Il sauve la face. Il sauve la région. Oui, mais c'est pas ça qui serait en péril si vous arriviez à la tête de cette région. C'est pas, je crois, forcément l'avis de leurs électeurs, ni même l'avis de leurs cadres, de leurs militants et de leurs élus. Bon. Et alors l'autre solution, évidemment, la plus tentante, serait évidemment qu'ils fusionnent. Le Front républicain, sur une liste commune. Qu'ils fusionnent sur une liste commune. Mais alors là, ce serait la démonstration, évidemment par A plus B, de l'existence, en quelque sorte physique, tangible, concrète, de cette UMPS que dénonce à juste titre Marine Le Pen. Et ça, c'est extraordinaire, parce que ce serait peut-être même dans l'immédiat, mais en tout cas à court ou moyen terme, pour nous, l'assurance d'une victoire totale. Parce que quand on se coalise, on se coagule, on se rétrécit, on se rapetisse, et on finit, un jour ou l'autre, par perdre la bataille. Bruno Gollnisch, le coup de gueule du REAC, c'est une rubrique que vous aviez écartée depuis quelque temps, mais je sens le coup de gueule venir. Non, j'ai 2 coups de gueule. J'en ai un qui n'est pas tout à fait nouveau, c'est le racket américain sur les banques européennes, au motif que celles-ci n'auraient pas respecté un embargo qui ne s'imposait pas à elles au regard du droit international. Et qui ne s'impose plus, et qui, de surcroît, ne s'impose plus aux États-Unis. Je trouve que c'est d'un cynisme absolument extraordinaire. On a racketté, comme j'ai eu l'occasion de le rappeler ici, à M. Hollande, sans aucune réaction de sa part, de 7 milliards ou 8 milliards d'euros BNP Paribas, c'est une somme absolument colossale, absolument colossale, mais l'argent pourrait être utilisé à bien d'autres choses. Là, il y a de quoi en construire des logements sociaux, des écoles, des hôpitaux, des lycées, de sauver un certain nombre d'industries. Et maintenant, ça continue. Maintenant que Washington a vu que ça ne suscitait aucune réaction de notre part, alors il est question de la Deutsche Bank, il est question du Crédit Agricole. Deuxième et banque je française, trouve que c'est absolument scandaleux. Et si j'étais, moi, membre d'un gouvernement français, je demanderais que l'on place immédiatement sous séquestre des biens d'établissements financiers américains en Europe pour une somme équivalente. Et à partir de ce moment-là, on discuterait. Et puis, j'ai je ne dirais pas un coup de gueule, c'était quand même un certain sentiment de malaise, je dois vous dire, devant les réactions légitimes, évidemment, qu'ont suscité ce drame affreux de cet accident d'autobus qui a fait 40 victimes en Gironde. 43, dont un enfant en bas âge. Bien sûr, le fils du conducteur. J'ai suivi cela. Alors, il y a une réaction d'émotion qui est tout à fait évidente, qui est tout à fait naturelle. Bon, je trouve très bien que, alors qu'il était en déplacement à l'étranger, le président de la République en ait dit un mot pour assurer les victimes de sa compassion. Mais je dois dire que cet accident ayant eu lieu, et l'affaire est entre les mains du parquet pour déterminer quelles sont les circonstances, les responsabilités, s'il y en a, autres que la fatalité. On voit arriver sur place, alors qu'il n'y a plus rien à faire, 3 ministres. 3 ministres. Oui. Bon, il n'y a pas de préfet en Gironde,
Il n'y a pas un préfet. Bon, C'est on plus voit fort, un et ministre. après et ensuite le président de la République. Et je trouve que nous sommes dans une espèce de compassionnel obligatoire. Non, mais que je ressens Il n'y la serait pas sympathie allé, pour les Bruno victimes. Gollnisch, vous seriez étonné? Non, pas du tout. Je pense que le rôle d'un chef d'État, ou je pense que le rôle de ministre, c'est de gouverner le pays. Et comme on les voit courir partout, là où il y a un incendie, là où il y a un accident, là où il y a un problème quelconque qui se pose, là un ruban à couper, une inauguration, des victimes à consoler, un incendie dont il faut constater les dégâts, ou une inondation. Il y a tout le temps, quand il n'y a pas d'incendie, il y a des inondations, quand il n'y a pas d'inondation, il y a des incendies, etc. Bon, on les voit courir absolument partout, dans une espèce de sentiment de compassion, encore une fois, de compassion obligatoire, pour que les braves gens se disent, ah, quand même, nos gouvernants sont des gens qui ont du cœur. Moi, je ne crois pas qu'ils ont du cœur, ou plus que d'autres. Je crois qu'ils font en quelque sorte un peu quand même leur publicité, et je me dis, où trouve-t-il le temps, humainement parlant, de gouverner la France. Voilà. Oui. Ce qu'on leur demande, c'est de gouverner la France. On a beaucoup critiqué, par exemple, en Occident, quand il y a eu l'accident du sous-marin nucléaire Kursk, en Russie, on a dit, mais c'est affreux, M. Poutine ne s'est pas rendu sur place. Oui, M. Poutine était à sa place au Kremlin, à Moscou. Voilà. Il n'allait pas diriger les secours lui-même depuis Mourmansk. Il n'avait évidemment aucune compétence technique pour ce faire. Il y avait les amiraux, il y avait les ingénieurs, etc., et qui n'ont pas pu sauver l'équipage de ce sous-marin soviétique. Mais oui, un message suffit, et puis peut-être, et puis la compassion, les sentiments, mais les sentiments qu'on peut garder aussi pour soi, qu'on exprime bien sûr aux familles des victimes, mais ce que l'on demande aux gouvernants, c'est de gouverner. Voilà, c'est de gouverner. Ils ne sont pas là pour panser les plaies, voilà. Il y a des gens dont c'est la fonction. Il y a en Gironde, il y a un préfet, oui, il y a des pompiers. L'État. Alors on dit aussi, il y a les cellules d'aide psychologique. Je ne sais pas ce que les cellules d'aide autrefois, il y avait des prêtres, il y avait la solidarité du voisinage. Il y a le maire qui a tout à fait tenu son rôle. Que le maire de la commune où ce drame s'est produit, ou le maire de la commune dont sont originaires les victimes, se manifeste, aille visiter les familles, soit auprès d'elles. C'est tout à fait naturel que la moitié du gouvernement et le chef de l'État y aillent. Pourquoi faire, mon Dieu, je ne sais trop. Cela ne me paraît pas absolument indispensable. Bruno Gollnisch, alors donc les États-Unis, la Tanzanie, un petit peu de repos, vous levez le pied ? Non, je vais participer, reparticiper, si j'ose dire, à la campagne régionale, puisque avant mes déplacements, j'étais allé à la très belle fête de bleu-blanc-rouge organisée en Auvergne-Rhône-Alpes par, si j'ose dire, mon successeur, Christophe Voudot, qui conduit la liste, et ses colistiers. Et là, je vais soutenir mon ami Jacques Colombier. En Aquitaine, alors. En Aquitaine, enfin, ainsi que Jean-Marc de Lacoste-la-Raymondie et l'ensemble, évidemment, de nos candidats, puisque maintenant l'Aquitaine a fusionné avec le Limousin, avec Poitou-Charentes, et je serai donc ravi de les voir ce 31 décembre dans la région octobre. 31 octobre, pardon, dans la région située dans les Pyrénées-Atlantiques. Rendez-vous samedi midi à Escos. C'est ça, à Escos. Voilà, c'est équidistant de Pau et de Biarritz. C'est beau, c'est le sud-ouest. C'est le sud-ouest qui est un très beau pays. Et puis le 1er novembre, nous aurons évidemment une pensée pour nos morts. Voilà. Et j'irai, je pense, visiter les tombes de mon père et de mes grands-parents, en déplorant d'ailleurs que l'idée de rentabilité,
s'instaure également dans les cimetières, où l'on détruit des tombes anciennes pour faire de la place au suivant, alors qu'il serait peut-être plus simple et plus décent de racheter quelques arpents du pré d'à côté et de conserver le souvenir de ceux qui nous ont précédés. Merci Bruno Gollnisch, à bientôt. Merci. Au revoir.